Bonjour à tous. Si tu veux être heureux, sois-le. C'est une phrase pleine de sagesse, un aphorisme que j'ai lu dans le livre Cosma Prudkov. Cet aphorisme, à mon avis, recèle un sens caché très important. Que signifie-t-il? Si quelqu'un veut vraiment quelque chose, il y réussira certainement. Si tu veux être heureux, sois-le. Décidez vous-même si vous serez heureux ou malheureux. Vous avez sûrement rencontré des gens qui ont l'air très sombres, malheureux. Rien ne fonctionne pour eux dans la vie. Mais il y a d'autres personnes. Ceux qui ont l'air heureux, souriants, de bonne humeur depuis la naissance. Ils semblent avoir avalé le soleil, radieux, souriants, lumineux. Leur sourire brille et le soir, les muscles du visage font même un peu mal à cause du sourire constant, de la joie que ces personnes rayonnent. Ils sont littéralement heureux dès la naissance, heureux par nature, heureux sans aucun stress ni effort. D'accord, tout le monde aimerait avoir un tel don inné, la capacité de profiter des petites choses. Mais la nature dans ce sens est assez avare et ne jette pas un tel don. Et si, par exemple, vous n'avez pas eu la chance de naître initialement heureux, est-il possible d'y remédier d'une manière ou d'une autre? Bien sûr, c'est possible, mais il faut y travailler. Si vous n'êtes pas né avec un sentiment de bonheur intérieur, vous devrez apprendre à créer ce bonheur, à être heureux. Voyez-vous, les caractéristiques biologiques de notre corps suggèrent des poussées d'hormones du plaisir, des hormones du bonheur, qui affectent nos neurones à des moments précis de notre vie. Par exemple, vous avez un enfant, vous vous sentez heureux, vous avez réussi quelque chose ou une poussée d'hormones de la joie, des neurotransmetteurs responsables des sensations agréables, se produit dans le cerveau. Et généralement, les gens considèrent leur bonheur comme des sensations à court terme, temporaires, des moments précis de notre vie. Certains disent « je n'ai été heureux que quelques fois dans ma vie » et citent des événements précis dont ils se souviennent. Mais avec cette approche, toute notre vie se transforme en un cauchemar permanent, avec des moments rares, des bouffées de bonheur. Nous commençons nous-mêmes à organiser artificiellement ces bouffées, nous organisons des courses, nous nous achetons quelque chose de cher et de désirable, nous mangeons ou buvons trop d'alcool, des cigarettes. Tout cela, malheureusement, n'est qu'un bonheur artificiel, induit. Il s'agit d'une forme de dopage visant à maintenir un niveau acceptable d'émotions agréables. Mais, comme tout ce qui est artificiel, une telle stimulation ne nous apporte pas un bonheur durable et durable. Un alcoolique ne peut obtenir la concentration nécessaire de neurotransmetteurs dans le cerveau qu'en prenant une nouvelle dose d'alcool. Mais vient alors l'inévitable contre-coup, la gueule de bois. Tout dans notre corps fonctionne selon le mécanisme de la rétroaction négative. Si certaines substances sont consommées en trop grande quantité, les ressources naturelles nécessaires au maintien du cerveau s'épuisent inévitablement. Boire de l'alcool, du tabac ou d'autres substances chimiques n'apporte rien de bon. Le marketing moderne nous impose des millions de plaisirs différents. Offrez-vous un fabuleux voyage extrême, essayez notre nouvelle saveur ou jouez à notre casino. Surfez sur les réseaux sociaux et regardez des séries télévisées. Tout cela vise à vous rendre accro au plaisir, à l'addiction au jeu, à vous procurer des bouffées de joie passagères. Mais cela ne vous rendra pas heureux à long terme, ni ne vous assurera une vie heureuse à long terme. L'idée que notre vie est ennuyeuse et sans intérêt, qu'il y a la routine, le quotidien, et quelques plaisirs intenses et éphémères, des moments de bonheur, est pernicieuse. D'ailleurs, c'est ce que certains commentateurs ont contesté dans ma vidéo sur les voyageurs fiers de leur voyage. J'ai soutenu que ces grands voyageurs ou activistes ont inévitablement des problèmes psychologiques. Si une personne se sent mal chez elle, si elle veut constamment partir, migrer, voyager, s'éloigner de la routine, alors il n'y a pas de norme, c'est plutôt une pathologie modérée. La norme est d'aimer sa patrie, l'endroit où l'on vit, ici et maintenant. La vidéo s'intitule « Pourquoi les gens malheureux voyagent-ils beaucoup ? Pourquoi les voyages et le tourisme sont-ils surfaits ?» Ainsi, pour être heureux, il faut apprendre à travailler sur le long terme, apprendre à percevoir sa vie non pas comme une routine ennuyeuse ponctuée d'éclats de joie et de bonheur, mais comme une période de joie continue, parfois remplacée par des soucis isolés, sous forme de points désagréables sur cette période de bonheur. Chacun décide lui-même ce qu'il considère comme un tiret et ce qu'il considère comme un point. Malheureusement, beaucoup de gens considèrent le bonheur comme de fortes explosions d'émotions à court terme, c'est-à-dire des points, et le malheur comme un tiret. Mais le vrai bonheur est, au contraire, une routine, des efforts à long terme, un travail sur soi-même, sur les relations avec ses proches et les gens.
Il est important de créer une situation où l'on est toujours heureux, a priori, par définition. Quand le bonheur est un tiret et non un point. Et que ce bonheur constant est parfois perturbé par des difficultés, plus ou moins importantes. Dans une de mes anciennes vidéos, j'ai déjà évoqué 3 méthodes clés et spécifiques pour surmonter les difficultés et rendre chacun heureux. Je laisse un lien vers cette vidéo, Comment être heureux. 3 règles essentielles pour le bonheur. Aujourd'hui, je souhaite aborder à nouveau le thème de la justice et sa compréhension par la plupart des gens, car ces concepts sont associés à la vision du monde et au sentiment de bonheur. Pour être heureux, il faut abandonner cette obsession, le combat pour la justice. Il est important d'accepter qu'une justice unique pour tous n'existe pas initialement dans la nature, dans notre monde. Par défaut, dès la première seconde de notre vie. Certains naissent pauvres, d'autres riches, certains sont en bonne santé, d'autres malades, certains sont intelligents et dotés de capacités, et d'autres non. Et à qui devons-nous prétendre? Le monde est injuste dès le départ. Nos différences intrinsèques influencent de plus en plus nos vies futures. Nous parlons des langues différentes, vivons dans des pays au niveau de prospérité différents, recevons une éducation et des salaires inégaux. Pourquoi ne pas rechercher la justice? Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Et si vous consacrez votre vie et vos efforts à poursuivre quelque chose qui n'existe pas dans la nature, vous ne deviendrez jamais véritablement heureux. Bien sûr, la justice est parfois présente dans la vie, mais elle est toujours relative, elle dépend du point de vue de celui qui la discute. La justice absolue n'existe pas à l'échelle microscopique, mais seulement à l'échelle mondiale. La vie se termine toujours par la mort, et c'est la justice universelle suprême. À l'échelle mondiale, à la fin de toute histoire, bien sûr, la justice prévaudra. Il est donc important d'admettre honnêtement que nous sommes tous condamnés à vivre dans un monde initialement injuste. De plus, ce monde ne repose que sur l'injustice. La biologie de la vie repose exclusivement sur la diversité, et la monotonie, analogue à l'égalité universelle, est, au contraire, destructrice et menaçante. Un monde absolument juste, s'il existait, serait condamné à la monotonie et à l'absence de transformations évolutives. Mais heureusement, le monde est injuste. Si vous acceptez ce fait, celui de l'absence de justice uniforme pour tous, alors vous ferez le premier pas vers votre bonheur durable. Prenons l'exemple d'une famille, de ses relations au quotidien et dans la vie de famille. Si vous cherchez constamment qui doit à qui a gagné combien d'argent, qui a cuisiné des côtelettes ou lavé des assiettes, fait la lessive ou le ménage, vous ne construirez jamais une famille heureuse. Le principe devrait être simple, celui qui aime le plus quoi le fait. Si, par exemple, une femme n'aime pas faire la vaisselle sale dans l'évier, son mari le fait. S'il préfère le faire. Mais elle aime, par exemple, laver et nettoyer, laver les sols. Chacun fait ce qui lui semble important et nécessaire sur le moment. C'est la seule façon d'être heureux. Nul besoin d'être forcé à faire quoi que ce soit, de mendier ou de persuader, de se disputer pour des broutilles du quotidien. L'amour et le bonheur sont une affaire exclusivement volontaire. Dans une famille heureuse, tout se passe naturellement, sans querelle et sans contrainte. Il est inutile de persuader ou de réprimander quelqu'un. Si une personne s'il est réellement intéressé par une famille heureuse et prospère, il trouvera quelque chose qui exigera davantage de ses efforts. Dans une famille heureuse, personne ne provoque de querelle familiale, personne ne cherche à se battre pour la justice. Il est stupide de se battre pour quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Parlons maintenant de la justice au travail. Vous travaillez dur, avec assiduité, et à côté de vous, à la table d'un accent grave côté, au bureau, est assis, par exemple, le fils du patron qui travaille négligemment, mal. Injuste? Bien sûr, c'est injuste, mais seulement à notre niveau, à un niveau micro. Et si vous y réfléchissez, tout parent normal, s'il en a l'occasion, essaiera d'offrir une vie meilleure à son enfant, de lui donner plus d'avantages matériels. Il est normal, il est naturel que quelqu'un essaie de faire progresser ses proches dans leur carrière, si cela ne viole pas les lois formelles. Et vous feriez très probablement la même chose à leur place. Vous pouvez vous rassurer, si l'enfant est intelligent, raisonnable, il s'en sortira bien sans l'aide de ses parents, mais s'il est inadapté, stupide, sans talent, alors aucun soin parental ne l'aidera finalement. Il dépensera certainement à la fois sa richesse et sa position dès que ses parents ne pourront plus l'aider. Autrement dit,
dans ce cas, la justice prévaudra certainement un jour. Ce n'est qu'une question de temps. Il existe un malentendu sur ces vérités simples chez les gens ordinaires, ce qui engendre envie et haine envers les riches. Par exemple, cette habitude de blâmer les fonctionnaires, les riches, pour tous leurs problèmes. On dit que les députés et les fonctionnaires gagnent beaucoup, mais en réalité, à bien y réfléchir, c'est tout à fait juste. Tout simplement parce que construire une carrière de fonctionnaire exige la capacité d'assumer la responsabilité d'un grand nombre de personnes, la capacité de s'adapter et de résoudre des problèmes. Tout cela représente un travail colossal, et un regard superficiel ne permet pas de percevoir tous les coups qu'une personne, un fonctionnaire, voire un fonctionnaire corrompu, subit tout au long de sa carrière. Pour être heureux, il ne faut pas prêter attention à ceux qui travaillent peu et gagnent beaucoup, mais avant tout améliorer son professionnalisme et ses compétences. Peut-être qu'un jour, vous pourrez vous-même progresser dans la fonction publique et devenir un patron obèse et stupide, puis gâter votre propre fils ou votre fille. La richesse est généralement répartie de cette façon. Imaginons qu'il y ait un homme très riche qui a tout gagné avec son propre travail. Mais s'il a gâté sa progéniture, ne lui a pas donné une éducation appropriée, des valeurs, une compréhension du travail, alors très probablement toute cette richesse sera perdue tôt ou tard. Il y aura une redistribution des plus paresseux vers les plus travailleurs. L'argent coulera de l'un à l'autre. Ce processus n'est pas aussi rapide que beaucoup le souhaiteraient, parfois il faut un changement de plusieurs générations. Mais cela arrivera inévitablement un jour et il ne sert à rien d'envier maintenant. La richesse au fil du temps a la propriété de se répandre, comme du sable entre vos doigts. Si vous pensez qu'avoir $1 million de votre père riche, il est très facile de le transformer en $1 milliard, alors vous vous trompez probablement. Investir est toujours risqué. Tout le monde ne peut même pas économiser $1 million tombé du ciel. L'exemple de nombreux gagnants à la loterie le confirme, et après un certain temps, ils se retrouvent souvent dans la même situation financière qu'au début. L'inégalité des richesses résulte toujours d'un transfert d'argent des moins travailleurs et des moins prospères vers les plus prospères et les plus méritants. N'importe quel artiste du show business peut servir d'exemple. Pourquoi, par exemple, la célèbre chanteuse Taylor Swift gagne-t-elle des dizaines de millions de dollars pour un travail à peu près identique, alors qu'un autre chanteur inconnu dans un restaurant gagne un ordre de grandeur inférieur? Injuste, me direz-vous? Ils peuvent chanter aussi bien, leurs caractéristiques vocales et physiques sont similaires. Mais tout chanteur est rémunéré pour l'écoute du public. Plus le public souhaite écouter tel ou tel chanteur, plus il percevra de cachets. Le choix de l'auditeur, basé sur sa popularité, doit être respecté. Il est tout à fait juste que tout le monde veuille écouter un artiste populaire. Ils donnent leur argent à qui ils veulent, c'est 100% juste. Des millions de personnes écoutent Taylor Swift, et seules quelques dizaines, voire des centaines, écoutent une chanteuse simple et inconnue dans un restaurant. C'est de là que vient l'inégalité. D'abord, devenez comme Taylor Swift, suivez ce parcours de star du début à la fin, et ensuite seulement, enviez ses honoraires. D'abord, suivez le chemin d'un fonctionnaire, construisez une carrière, servez, faites plaisir à vos nombreux supérieurs, peut-être même subissez-vous leurs humiliations, léchez-vous les fesses de votre patron, ce qui exige un effort moral, travaillez pendant vos jours de congé, assumez la responsabilité de milliers et de centaines de milliers de personnes, et ensuite seulement, dites que les fonctionnaires ou les politiciens reçoivent leur haut salaire en vain. Ainsi, la justice est un concept très conditionnel, toujours relatif. Même des phénomènes prétendument équitables à 100% acceptés dans la société peuvent être jugés injustes par quelqu'un dont les intérêts n'ont pas été pris en compte. Rappelez-vous, l'une des 3 règles du bonheur est « Il n'existe pas de justice universelle dans la nature ». Rejeter obstinément cette évidence, malheureusement, nous rend souvent malheureux, nous oblige à mener une lutte constante et inefficace, nous rend nerveux et contrariés. Conclusion paradoxale, mes amis. Vous voudrez peut-être argumenter dans les commentaires. Réfléchissez Y. Merci de votre attention et à bientôt.